Merci beaucoup. Alors c'est une lourde tâche d'introduire cette séance, mais j'en suis très heureux. Donc je voulais commencer en rappelant peut-être alors les enjeux, le questionnement initial qu'on avait posé ensemble, donc qui était: est-ce que la mise en place de la métropole et des territoires du Grand Paris est appelée à changer la donne en matière de gouvernance et de politique d'espace public? Est-ce que la question de l'identité métropolitaine se pose à Paris et dans la métropole parisienne, et comment? Quel apport aussi de la comparaison avec d'autres cas, le Grand Lyon, mais aussi d'autres expériences nationales et internationales? Donc c'était le questionnement d'origine, qui, me semble, soulève un certain nombre de points que j'ai essayé de résumer ici. Tout d'abord, nous oblige à décentrer un point de vue sur les espaces publics qui est souvent très concentré sur la ville de Paris, donc en essayant d'appréhender les espaces publics plus largement, à l'échelle d'un espace beaucoup plus vaste. Ça implique, et c'était l'objectif de cette séance, de réfléchir aux questions de gouvernance et aux politiques d'espace public, et de soulever cette question importante des échelles de l'action sur ces espaces publics. Donc, globalement, il s'agit de saisir les espaces publics dans leur relation avec le changement urbain et surtout institutionnel, et puis essayer de les resituer, parce que Paris est une grande métropole mondiale qui s'inscrit dans des réseaux d'échanges très larges à l'échelle européenne et mondiale, dans ce contexte très ouvert où circulent les modèles. Donc, en fait, on va s'intéresser, le périmètre dans lequel on réfléchit aujourd'hui, c'est celui de cette métropole du Grand Paris, dont Pierre Mansat nous a parlé juste avant, avec ses 7 millions d'habitants, ses contextes urbains très très variés, et qui, depuis janvier 2016, correspond à cette institution nouvelle, la métropole du Grand Paris, qui regroupe donc ces 131 communes, et qui se construit autour d'un ensemble de territoires qui s'appellent des établissements publics territoriaux, et qui ont un statut de PCI, mais particulier et sans fiscalité propre, contrairement à la métropole qui, elle, est un EPCI à fiscalité propre. Voilà, donc c'est dans cet espace qu'on va réfléchir aujourd'hui. Alors, effectivement, le titre me gênait un peu, donc en fait, j'en ai remis un deuxième. Donc, pour le premier temps de cette intervention, plutôt classique, politique et gouvernance de l'espace public dans le Grand Paris. Je voulais commencer, mais je vais essayer de faire très court, par rappeler, parce que ça me semble très important, la grande diversité des espaces publics au sein de cet espace. Et ça me semble important de rappeler la matière, ce sur quoi on travaille, ce sur quoi on doit réfléchir aujourd'hui, ce sur quoi les politiques sont amenées à intervenir. Et j'aurais plutôt tendance à parler d'identité au pluriel métropolitaine. Et puis sur la gouvernance des espaces publics dans le Grand Paris, et ses échelles actuelles, et dans toute leur complexité. Et puis les deux derniers points, où je m'attarderai un peu plus longuement, essayer de rappeler ici tout le foisonnement d'interventions sur les espaces publics dans cet espace-là, et les grandes convergences aussi qui se dessinent, pour essayer, et alors là, du coup, je parlerai d'autant plus sous le contrôle de Pierre Mansat, des scénarios. Et en fait, je me suis un petit peu amusé à voir comment on pourrait au mieux penser les politiques d'espace public, et dans quelle structure institutionnelle, à quel niveau, dans le contexte incertain qui se dessine, et à un moment donné où un certain nombre de choses ne sont pas encore fixées. Mais vous verrez qu'il y a des scénarios irréalisables, absolument irréalisables, mais j'ai essayé de couvrir des différents types de scénarios. Et donc après, on passera dans un deuxième temps à un moment de croisement de points de vue qui me semble être qui à mon avis sera très fructueux, et puis on passera la parole à la salle et on pourra débattre ensemble de toutes ces questions. Donc pour commencer, je disais, mais là je vais essayer d'aller vite. Je voulais commencer par rappeler quelques points sur ce matériau, sur ce type d'espace qu'est l'espace public dans le Grand Paris, pour insister sur cette grande variété d'usages, de formes, de statuts
qu'il caractérise dans un ensemble de 7 millions d'habitants très, très complexe, de plus en plus polycentrique, très inégalitaire aussi. Dans cet espace-là, les espaces publics, on a tendance à les penser, alors j'ai mis l'exemple de la place de la mairie à Malakoff comme des espaces de statut public, où se réunissent et où passent beaucoup d'habitants. Un espace qui appartient au domaine public est géré, entretenu par la commune. Moi, il me semble, c'est le point de départ, qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, et c'est comme ça qu'on le définit dans les sciences sociales, l'espace public, ce sont des usages et des interactions sociales qui découlent de ces usages. Et après, on peut s'intéresser à la manière dont cet espace est géré, régulé, à la forme qu'il peut prendre, etc. Mais avant tout, il me semble que c'est important de rappeler que ce sont des usages, que ces usages sont multiples, qui sont faits de mobilité, d'immobilité, qui sont faits de la pratique de nombreuses activités. Alors là, vous voyez, c'était aussi pour rappeler, pour vous mettre dans la tête cette diversité des espaces publics en essayant d'aller un peu voir partout, partout, j'essaie, avec ces 131 communes, vous ne verrez pas une photo de chaque commune dans mon PowerPoint, mais en tout cas, essayez de poser un peu les choses en rappelant donc cette diversité des usages qui varient aussi beaucoup dans le temps, qui se renouvellent aussi très constamment, très régulièrement. Alors là, j'ai mis quelques exemples de ces pratiques qui se développent, qui émergent, le pique-nique, le développement de marchés, de brocantes, les circulations pour le loisir, à vélo, les moments où on mange dans la rue, où on pratique des activités, où on travaille aussi dans la rue. Et tout ça pour rappeler que ces usages-là, qui sont quelque chose de complexe, mouvant, sans cesse en recomposition, ils sont bien sûr déterminés en grande partie par le contexte plus global, le système économique et politique, les modes de vie, etc., mais aussi l'insertion de la ville et de ses quartiers dans des réseaux d'échange bien plus larges que uniquement les communes ou l'espace métropolitain dont on parle. Et que surtout au niveau local, ils sont largement déterminés par 3 dimensions qui, elles aussi, varient et qui font varier les usages. La matérialité, c'est-à-dire la forme des espaces, qui est très diverse, des rues, des places, des espaces verts. J'aurais tendance aussi à y intégrer aussi parfois des espaces intérieurs. De plus en plus, les équipements culturels jouent un vrai rôle d'espaces publics, sont ouverts, comme le 104 par exemple à Paris. Les statuts juridiques sont très variables aussi. Au sein du domaine public, on le verra tout à l'heure, les communes, mais aussi les départements sont amenés, et l'État sont amenés à gérer certains espaces. Et ça, c'est quelque chose à avoir en tête quand on s'intéresse aux politiques de l'espace public. Et puis, pas oublier qu'autour de ce domaine public, il y a tout un tas d'espaces de statut privé qui jouent un rôle très fort d'espace public, qui peuvent être de la propriété de bailleurs sociaux, mais aussi de foncières commerciales, etc. J'en parlerai moins aujourd'hui, mais il me semble que c'est des dimensions qu'il ne faut pas oublier. Je voulais juste revenir sur les contextes avant de finir, de clore cette première partie dont l'objectif était de poser les choses, et sur des contextes qui sont d'autant plus variés qu'on est dans une grande ville et qui déterminent largement les usages de l'espace public. Donc les densités, voilà, on a des densités qui décroissent de la périphérie, du centre vers la périphérie, mais aussi des pôles importants autour de Paris, les fonctions urbaines et leur concentration qui déterminent bien sûr largement les usages, la connectivité des territoires, et là on pense par exemple aux futures grandes gares, mais à une échelle plus locale, des stations de métro, des arrêts de bus jouent un rôle important dans les usages, et puis surtout aussi les profils sociodémographiques. Ça me semble un point très important. Entre les quartiers populaires et les beaux quartiers, des usages très, très variables de l'espace public qui font qu'on ne peut pas forcément intervenir de la même manière partout, qu'il y a des enjeux qui se posent très différemment. Donc tout ça pour commencer par cette brève première partie, pour dire que face à cette diversité de formes, d'usages, de statuts, on y reviendra plus loin, mais voilà, on peut imaginer une plus grande cohérence. Il y a certes possiblement un enjeu de cohérence à l'échelle du Grand Paris,
où la métropole pourrait jouer un rôle, mais voilà, ça pose vraiment question par rapport à une politique qui serait uniforme, par rapport à une hypothétique haussmannisation, extension du modèle parisien à l'ensemble de cet espace. Et en tout état de cause, en l'état actuel, et là c'est l'objet de ma deuxième partie, les acteurs compétents, les acteurs publics compétents sur ces espaces publics sont tout aussi, peut-être un peu moins, mais ils sont très fragmentés, très diversifiés, et ça rajoute une grande complexité à l'action sur les espaces publics. Donc, je m'intéresserai bien sûr ici à ces espaces qui sont les plus communs, les plus étendus, qui appartiennent au domaine public, qui sont donc gérés par les pouvoirs publics. C'est sur cela que je vais me concentrer. Et aujourd'hui, on n'a pas une homogénéité d'action et une homogénéité de statut de ces espaces. Donc la commune reste bien sûr l'échelon de base dans la gestion, l'aménagement, l'entretien quotidien aussi des espaces publics. Ça ne veut pas dire que c'est pas complexe, que ça se fait pas de manière complexe. À Paris, il y a une diversité d'acteurs qui correspondent à des directions différentes, qui s'occupent de morceaux d'espaces publics différents, qui n'ont pas forcément les mêmes cultures techniques, même si il y a eu bien sûr une coordination accrue avec les années, un travail en commun et une culture espace public qui s'est renforcée. L'échelon de la commune est donc l'échelon de base dans les politiques d'espace public. Et donc il ne faut pas oublier que hors Paris, on a toute une série de communes qui n'ont pas forcément les mêmes moyens humains, financiers pour s'occuper de leurs espaces publics. Et même si à l'inverse, il y a sans doute moins de complexité, puisque souvent on a plutôt des services techniques plus unifiés qui s'occupent des espaces publics dans ces communes. En revanche, on ne peut pas s'arrêter aux communes. Il y a des intercommunalités. Alors, je parle des intercommunalités d'avant 2016 et on verra tout à l'heure ce qu'elles sont devenues et ce que ça implique par rapport aux espaces publics. Il y a des intercommunalités qui, dès avant 2016, sont devenues des acteurs importants dans la gestion, l'aménagement, l'entretien des espaces publics. J'en retiendrai deux ici, qui sont finalement les plus intégrés par rapport à cette question des espaces publics. Plaine Commune, qui a été par ailleurs l'intercommunalité la plus intégrée, qui depuis 2003 a la charge de l'ensemble des espaces publics dans les 7 communes qui forment son territoire, autour de Saint-Denis, Aubervilliers, je ne vais pas toutes les citer. Et qui donc, cette intercommunalité, et maintenant l'établissement public territorial qui a pris la suite, a la compétence donc, sur ces espaces publics et développe sa politique en termes d'espaces publics. Et puis il y a une autre intercommunalité, Grand Paris Seine-Ouest, qui a aussi acquis, alors peut-être depuis moins longtemps, mais qui a acquis la compétence sur la voirie et le stationnement, notamment d'intérêt communautaire, la gestion des espaces boisés, verts, etc. Donc des intercommunalités qui sont déjà devenues, donc à une autre échelle que l'échelle communale, des acteurs importants de l'espace public. Mais il ne faut pas oublier, si on remonte, je pars du local pour aller jusqu'au métropolitain, le rôle dans ce Grand Paris, aujourd'hui, des départements qui sont donc propriétaires d'un certain nombre de grands parcs, notamment, j'ai mis le parc de Sceaux, il y en aurait d'autres, parc de la Courneuve par exemple, et qui sont les principaux gestionnaires des anciennes nationales, les grandes radiales qui irriguent tout cet espace depuis Paris vers la périphérie, grande radiale historique, les anciennes grandes nationales. Donc les départements, sachant qu'en plus certains sont amenés aussi à proposer des dispositifs de subvention pour des aménagements d'espaces publics comme celui du Val-de-Marne. Si on continue toujours à monter dans les échelons, il ne faut pas oublier que le rôle très important de l'État, qui reste important, même si en termes de compétences sur les espaces publics à Paris notamment, progressivement la mairie a récupéré un certain nombre d'espaces qui étaient
gérés directement par la préfecture. L'État joue un rôle important encore par l'intermédiaire de la préfecture de police en termes de circulation, de stationnement. L'État a renouvelé son rôle notamment par l'intermédiaire de la Société du Grand Paris, où il y a une réflexion, on le verra tout à l'heure, qui s'opère autour de cette question des espaces publics. Et puis, il y a des grands, certaines forêts domaniales qui restent aussi gérées à un échelon qui dépasse largement l'échelon métropolitain, des grands établissements qui gèrent des espaces publics comme le parc de la Villette. Donc l'État reste un acteur important en termes d'espaces publics, et puis surtout il ne faut pas oublier toute la dimension législative et réglementaire qui encadre fortement l'action sur les espaces publics. J'ai mis quelques dimensions qui restent fortement contraintes par ce cadre législatif et réglementaire. On ne peut pas sortir de ce tour d'horizon des acteurs et des échelles d'intervention sur l'espace public sans oublier les grandes firmes multinationales qui interviennent dans la métropole et qui se lisent aussi dans leur activité, dans leur financement à une échelle européenne, voire mondiale. Des grandes sociétés qui jouent un rôle aujourd'hui très important en contractualisant avec les communes pour la gestion et l'organisation d'un certain nombre de parcelles et de l'espace public, de mobilier urbain, donc comme JC Decaux. Et on voit qu'avec le temps, ces entreprises, notamment, c'est le cas avec Autolib, sont largement sorties du périmètre parisien d'origine. C'est en train de se développer aussi pour Vélib. Donc c'est des acteurs importants aujourd'hui dans la gestion et l'aménagement des espaces publics au sein du Grand Paris. Et il faudrait rajouter à ça, j'y reviendrai tout à l'heure, les aménageurs, notamment dans les nouveaux quartiers, qui interviennent aussi de manière importante dans la production des espaces publics. Et je voulais finir ce tour d'horizon par le fait que les citadins, bien sûr, aujourd'hui, sont des acteurs à part entière, puisqu'on est sorti d'une logique assez techniciste d'aménagement, de gestion, pour intégrer aujourd'hui pleinement par divers dispositifs de concertation les citadins dans la production des espaces publics, souvent au niveau local, avec une grande diversité de dispositifs qui se renouvellent et qui s'enrichissent sans cesse et qui comprennent bien sûr des réunions publiques, notamment dans les conseils de quartier, mais aussi des expositions in situ, des ateliers faits à l'extérieur, des marches exploratoires. Donc je vous ai mis quelques exemples. Le numérique vient aussi renforcer, on le voit avec le projet urbain de Vincennes, le projet de centre-ville de Vincennes, mais il y a plein d'autres exemples, vient renforcer cette implication des citadins dans les processus d'aménagement de l'espace public. Et puis, je voulais finir cette partie en posant cette question du citadin producteur d'espace public. Finalement, je pense qu'il y a assez peu d'espaces publics qui sont uniquement produits par les citadins aujourd'hui, mais se développent des nouvelles formes d'espaces publics qui rejouent aussi les relations entre citadins et acteurs institutionnels. Ça ne veut pas dire que ces acteurs institutionnels ne sont pas là, mais ça veut dire que se renouvellent ces interactions pour produire des lieux d'un nouveau type qu'il ne faut pas oublier. Jardins partagés, mais aussi ces friches immobilières ou industrielles qui sont réinvesties par des collectifs, des associations qui deviennent des pôles de fréquentation importants. J'ai mis l'exemple des Grands Voisins dans le 14e, j'aurais pu en mettre plein d'autres. Et rappeler aussi qu'on est dans un mouvement aujourd'hui alors pour le dire en anglais, du do-it-yourself urbanism, qui fait que de plus en plus les habitants ont envie et sont même poussés à intervenir beaucoup plus dans leur cadre de vie quotidien. Alors voilà, ça peut passer par une réappropriation, un détournement de mobilier urbain, mais dans d'autres villes du monde, ça peut aller plus loin dans le réinvestissement, la végétalisation, l'installation de mobilier, pas forcément encadré par les pouvoirs publics. Ça le reste quand même beaucoup dans le cas qui nous préoccupe.
voilà, pour finir cette partie, en tout cas, il me semble important de garder en tête qu'aujourd'hui on donne des maîtres d'ouvrage à plusieurs échelles, qui sont surtout communaux, mais pas que communaux, et surtout une diversification des acteurs de l'espace public, avec une montée en puissance des habitants, mais aussi d'une certaine manière du secteur privé, et que de cette grande complexité découlent des politiques assez foisonnantes à l'intérieur de ce Grand Paris. Un foisonnement qui ne va pas, j'essaierai de vous le montrer aussi, sans grande convergence. Donc, je ne vais pas ici revenir en détail sur la diversité des généalogies de ces politiques qui sont souvent plutôt locales, ni sur les décalages dans le temps d'un espace à un autre. Je vais plutôt insister sur le fait qu'on a une accentuation des initiatives, des interventions depuis, depuis les années 2000. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des choses avant. Et en même temps, il faut avoir en tête que tout ça ne s'est pas fait de manière forcément concomitante dans toutes les communes. Je n'ai pas le temps ici de revenir dans le détail, puis ça supposerait aussi, parce que je m'engage dans un travail assez complexe, après avoir longtemps travaillé sur Paris, et voilà, essayer de travailler sur le Grand Paris, c'est un enjeu scientifique et surtout un enjeu méthodologique énorme, parce qu'il y a justement 130 communes autour de Paris, et que souvent on a du coup autant de... Alors même si on l'a vu avec les intercommunalités, c'est un peu plus compliqué, on a quand même énormément de politiques différentes, d'initiatives différentes, donc ça va demander un très long travail. Il faudra commencer, faudra s'y atteler. Donc diversité des généalogies, décalage dans le temps, diversité des formes d'intervention, diversité des modes de production et des manières de prendre en compte les usages aussi. Et je pense que dans un espace aussi grand, avec autant d'acteurs, on peut retrouver donc différents types de configurations qu'il n'est pas le lieu de rappeler ici. Donc je voulais juste, sans rentrer dans ce détail, me concentrer finalement sur quelques initiatives et sur les grands types de transformation des espaces publics qui sont assez profondes à mon avis, mais même si très localisées, dans le Grand Paris. Alors volontairement, j'ai à chaque fois, vous voyez, il y a des exemples parisiens, mais des exemples en dehors de Paris intramuros. Voilà, si on veut faire un peu une typologie des types d'intervention, les centres-villes, les centralités communales, intermédiaires ou métropolitaines, sont un lieu important de l'action publique depuis longtemps, avec une requalification donc de ces espaces qui passe par un embellissement le plus souvent, mais qui passe aussi par un soin apporté au confort des usagers, par une piétonisation partielle ou totale de ces espaces. Alors, je pourrais revenir sur les grands projets parisiens, mais je crois que on en a déjà parlé dans ce cycle de conférences, et donc je préférais me concentrer sur d'autres cas, parce qu'en fait, souvent ces cas sont invisibilisés par la grande médiatisation des projets parisiens. Alors, un cas dont peut-être Jean-Pierre Charbonneau pourra nous parler, donc je ne vais pas m'y attarder, qui est le cas de Saint-Denis, dont le centre-ville a été entièrement reconfiguré il y a un peu plus de 10 ans. Les grandes rues principales, notamment la rue de la République, c'était déjà une rue piétonne, la rue Gabriel-Péri, les places du cœur de la ville, notamment la place du marché. Donc, avec une piétonisation de ces espaces-là, qui sont en fait ouverts sur autorisation à la circulation, sauf pour les transports en commun, et donc une reconfiguration totale des espaces du centre-ville, qui est très notable. Et puis plus récemment, le centre-ville de Vincennes, qui depuis, disons, une dizaine d'années est progressivement reconfiguré dans le cadre d'un grand projet de ville
qui, comme à Saint-Denis, est passé par des phases de concertation intenses. Et à Vincennes, ça s'est échelonné sur plusieurs années, avec l'idée d'embellir l'espace public et le centre-ville, de mieux valoriser les commerces, de favoriser les cheminements entre la gare, le château, les commerces du centre-ville, etc., en avançant pas à pas dans ce centre-ville. Donc c'est, à mon avis, un cas assez intéressant de reconquête des espaces publics de centre-ville. Un autre type d'action concerne les grands axes, qui s'articule avec une valorisation, comme dans les centres-villes, des mobilités douces, mais dans un cadre complexe où on avait des espaces fortement circulés. Des cas qui ont maintenant plusieurs années. À Villejuif, ici, le boulevard Maxime Gorky a été requalifié il y a une dizaine d'années, je crois. Cette action s'articule aussi avec des nouveaux moyens de transport, un peu comme à Paris sur les Maréchaux, le tramway notamment, ici le tramway T6 entre Châtillon-Montrouge et Vélizy, avec une volonté aussi de verdissement, tout autant que d'amélioration du confort et des cheminements des piétons. Et je vous ai remis une carte de la Pure ici, qui montre bien donc toute l'importance structurante de ces grands axes, qui étaient autrefois donc des grands axes de circulation, dont certains le demeurent, mais en fait il y a des projets aujourd'hui réalisés, des projets en cours, je pense notamment à la RN3 par exemple, où il y a un projet de bus en site propre, un TZN, qui va donc requalifier ce grand axe qui traverse Pantin, le bas de Romainville, Noisy-le-Sec, etc. Donc ça, c'est un certain nombre de ces grandes radiales qui sont avec une action forte des départements, ça c'est important de le souligner, en voie de requalification et avec toute la complexité de l'intervention que cela suppose. Un troisième type, ce seraient les espaces publics ordinaires qu'on a souvent tendance à oublier quand on s'intéresse aux espaces publics, alors que c'est ceux du quotidien, ceux du cadre du voisinage, le cadre résidentiel. Alors, à Paris, forcément, alors là, j'ai mis une carte des zones 30. C'est un travail très ancien. Ça a commencé dans les années 90. Bernard Landau, qui est peut-être ici, pourra en parler mieux que moi, jusqu'à ces dernières années, une couverture en zone 30 qui est passée souvent par des réaménagements locaux, donc réaménagement donc des espaces publics locaux. Donc à Paris, le travail est très avancé. En dehors de Paris, c'est souvent moins le cas. Il y a des interventions ponctuelles, j'en ai mis quelques-unes, mais je pourrais en trouver plein d'autres. Ça, c'est au hasard aussi parfois de mes excursions urbaines. Voilà, d'espaces réaménagés, comme ici au Plessis-Robinson, ou des petites placettes, comme ici dans un quartier périphérique de Noisy-le-Sec, rue de Merlan. Voilà, des interventions locales qui revalorisent l'espace public ordinaire, mais qui sont loin d'être également réparties. Ça fait énormément de rues, énormément de places. Les communes n'ont pas tous les moyens d'opérer les interventions fortes que la mairie de Paris a pu mettre en œuvre. Donc là aussi, on trouverait des tas d'autres exemples de rues peu aménagées, en tout cas peu confortables pour les piétons. Donc c'est pas pour stigmatiser Bagnolet, il y aurait plein d'autres exemples. Un autre type à ne pas oublier, très important, alors qui est un statut un peu à part, puisqu'en fait on a des espaces publics a priori ordinaires à l'échelle d'un quartier, mais qui font l'objet, dans le cadre de la politique de la ville, très souvent d'une action très forte, qui implique d'ailleurs des partenariats multi-échelles, de la commune à l'État via l'ANRU. Et donc là aussi, il y a une action ancienne qui s'est accentuée avec la politique de rénovation urbaine, qui s'articule souvent avec un processus de résidentialisation plus ou moins bien mené. Il y a un exemple ici à Montfermeil, donc de retravail de la limite entre l'espace public et l'espace privé
qui est résidentialisé, mais en tout cas un travail très important, très intéressant sur ces espaces publics qui est fait aussi dans certains quartiers qui a été fait aussi dans certains quartiers périphériques parisiens, avec une intervention bien moindre de l'État puisqu'on n'est pas dans le même genre de dispositif. Un autre type très important, là aussi qui pourrait renvoyer à des espaces publics ordinaires, mais du fait qu'on touche à des espaces nouvellement produits dans des quartiers qui sortent de terre, le statut est un petit peu différent. Donc je vous ai mis plusieurs exemples. Ça peut être des espaces, alors j'ai mis des nouveaux quartiers, ça peut être des petits morceaux de tissus urbains anciens, ici le centre de Pantin, le centre de Bagnolet, qui font l'objet de ZAC, dans lequel on repense les espaces publics, et non des moindres, puisque dans les deux cas, ce sont des places très centrales qui étaient ou qui ont vocation à faire centre-ville. Donc dans ces nouveaux quartiers, il y a aussi d'autres acteurs, les aménageurs, les partenaires privés aussi. Le cas de Pantin est intéressant justement parce que c'est le siège d'Hermès ici. Hermès est un acteur important de la ZAC, a financé une partie de la ZAC. Donc de fait, il y a un partenariat public-privé dans cette ZAC qui est intéressant à souligner. Et puis dans plein d'autres cas, on a ces partenariats publics-privés dont il faudrait aussi évaluer l'impact sur les espaces publics produits. Mais en tout cas, il y a une réflexion très, très forte sur ces espaces publics qui intègrent bien sûr les enjeux de mobilité douce, de cadre de vie, etc. etc. Voilà. Et j'avais mis aussi un exemple dans le quartier de la Plaine Saint-Denis, qui est effectivement un quartier en pleine construction depuis maintenant longtemps, mais qui se poursuit, avec la place du Front Populaire, qui prend un sens bien particulier, parce qu'elle a été conçue pour être justement une place qui est à la limite entre Saint-Denis et Aubervilliers, qui a été produite par un aménageur intercommunal pour les communes dont il est question, et qui donc est appelé à jouer un rôle, si ce n'est métropolitain, mais en tout cas intercommunal important, mais métropolitain sans doute, avec l'arrivée du campus Condorcet juste à côté. Je voulais aussi, pour finir sur cette partie sur les politiques, évoquer les grandes tendances en cours, mais on pourra peut-être y revenir notamment avec Jean-Pierre Charbonneau, les grandes tendances qui s'affirment aujourd'hui, parce que là j'ai beaucoup parlé d'aménagement, et là, il y a aussi beaucoup d'inventions hors de Paris. On va vers des modèles d'aménagement. Je suis à 32 minutes. Donc normalement, il me reste 13 minutes. Je me suis trompé ou... Bon, je vais accélérer de toute façon. Donc ces nouvelles tendances, aménagement à moindre coût, un travail sur la réversibilité, l'animation et l'événementiel, dont Paris est un des fers de lance, mais où on trouve des cas intéressants en dehors de Paris, avec tout un travail sur l'animation qui peut passer par une action sur les commerces, les food trucks qui se répandent notamment à Pantin ou à Saint-Denis, l'action sur les commerces, les devantures des commerces, notamment comme ici à Aubervilliers, qui à mon avis participe d'une action sur les espaces publics, et puis tout ce qui est développement de l'événementiel, de l'animation des espaces publics, avec des cas intéressants comme les berges de la Seine, où il y a une vraie programmation culturelle. Et puis en termes d'aménagement, des aménagements à moindre coût, à plus petite échelle, comme c'est le cas à Montreuil, avec ce programme Les petits espaces publics autrement, dont peut-être Jean-Pierre Charbonneau pourra vous parler ensuite, qui insiste sur la dimension, sur la nécessité d'intervenir vite, mais d'intervenir à moindre coût pour améliorer les espaces publics du quotidien à l'échelle des quartiers. Donc, une tendance qui s'inscrit aussi dans un contexte où les finances publiques, avec la baisse des dotations de l'État, se restreignent, et donc qui force les collectivités à intervenir avec moins de possibilités financières. Une autre tendance qui renvoie cette fois-ci au numérique, qui passe donc par le développement d'outils dans l'espace public, in situ,
ici à Paris par exemple, ou par des outils de déclaration de problèmes qu'on peut relever dans l'espace public. Donc ça, c'est une dimension qui prend aussi de l'importance. Ah oui, vous aviez raison de me le dire, oui, je suis un peu en retard, il faut que je me dépêche. En tout cas, après avoir fait un petit peu ce tour de ces interventions foisonnantes, il y a forcément des nombreuses convergences, mieux partager l'espace, améliorer le confort, enfin, vous avez entendu ce que j'ai dit, embellir, c'est aussi beaucoup d'évolutions organisationnelles et professionnelles, avec plus de coordination des services, l'émergence d'une culture, espace public, des nombreux partenariats parfois multi-échelles. Tout ça prend sens parce qu'on a des modèles qui circulent à l'échelle européenne, mais aussi au sein du Grand Paris. Et pour finir cette partie, en fait, je voulais juste insister sur ce que j'ai appelé ici, mais bon, on pourra en rediscuter, des passeurs métropolitains. Les entreprises privées jouent un rôle parce que justement elles sortent de ce cadre communal pour intervenir à d'autres échelles et souvent elles travaillent ailleurs, dans d'autres villes. À l'échelle européenne ou mondiale. Dans ces passeurs métropolitains, il y a les professionnels de l'urbain qui ont été amenés depuis une quinzaine d'années à intervenir de plus en plus auprès des municipalités, à travailler avec les services de ces municipalités et qui ont contribué à changer un certain nombre de choses dans les manières de faire, dans les conceptions. Ça peut être des urbanistes, des architectes, ça peut être aussi des designers, des scénographes, de plus en plus aussi des agences spécialisées dans la concertation, des start-up. Donc ils ont des statuts très divers, ces nouveaux acteurs. Ça peut être des consultants, ça peut être des agences, ça peut être des start-up. Et surtout, il y a eu un renouvellement très fort dans les manières de les associer à la production d'espace public. Pas que des concours, mais aussi une assistance à maître d'ouvrage, voire des appels à compétences comme Paris les développe plus récemment. Et les derniers passeurs métropolitains qui sont caractérisés souvent par des ancrages locaux, mais qui interviennent à plusieurs endroits dans la métropole, voire dans d'autres villes. Donc ces collectifs interdisciplinaires qui ouvrent encore plus le champ des métiers sur la ville et sur l'espace public. Juste citer quelques exemples. Le collectif FET, qui a participé de cette nouvelle manière de concerter, d'associer les habitants en plaçant du mobilier urbain éphémère dans l'espace public avant aménagement, mais aussi des collectifs comme Kochenko ou Bruit du frigo, Coloco, qui deviennent importants dans ces nouveaux modes d'aménager, de gérer l'espace avec beaucoup plus de mobilier transitoire, dans une démarche d'association, de travail avec les habitants, parfois dans des quartiers dits sensibles, comme à Saint-Denis, et qui donc participent de ce renouvellement de l'action sur les espaces publics. Donc, pour finir cette partie, un foisonnement de politique, mais vous l'avez vu, j'espère, avec quelques exemples que je vous ai donnés, des expériences innovantes à Paris, mais pas seulement à Paris. Et ça, c'est une richesse à prendre en compte dans la réflexion qu'on mène aujourd'hui. De nombreuses convergences et peut-être finalement une métropolisation au sens actuel de fait qui s'opère, mais malgré tout des inégalités qui demeurent importantes. Voilà, et à mon avis, un enjeu de diffusion à l'intérieur de cet espace, de ces interventions sur les espaces publics. Je voulais finir donc dans les quelques minutes qui me restent par ce travail que je me suis un peu amusé à faire de scénario, au regard notamment de modèles. Le point de départ, ça reste quand même que les espaces publics sont un peu les absents de la répartition des compétences actuelles. Je vous ai remis les compétences, mais voilà, on ne retrouve pas la voirie, l'éclairage, tout ce qui caractérise l'espace public dans ses compétences, ni dans les compétences de la métropole, ni dans celles des établissements publics territoriaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette compétence dans certains établissements publics territoriaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de Pleine Commune et de Grand Paris Seine-Ouest, qui ont gardé les compétences des anciennes intercommunalités, qui étaient des compétences optionnelles et facultatives, et qui les ont conservées. Donc c'est possible que les espaces publics
établissements publics territoriaux gardent cette compétence. Et en revanche, ce n'est pas du tout le cas dans les autres, où on avait souvent plus d'intercommunalités, où certaines étaient plus intégrées, avaient mis en commun la voirie, voire donc la voirie, plus souvent l'éclairage et certaines dimensions seulement de l'espace public, mais certaines avaient mis en commun cette compétence voirie. Et dans le cadre des nouveaux établissements publics territoriaux, il y a tout un travail de redéfinition des compétences et la plupart du temps, on n'a pas encore abouti à des compétences stabilisées sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire que quand il n'y a pas la compétence comme à Est Ensemble, il n'y a pas de réflexion et d'action sur certains espaces publics, mais ça reste dans des projets, ça reste de l'ordre de projets comme le parc dont j'ai mis l'exemple ici. Donc dans les scénarios, ces scénarios, il y en aurait 3 ou 4, qui s'articuleraient autour de grands principes, un principe d'unicité, donc un seul échelon d'intervention, mais après quel échelon? Donc ça pourrait, pour l'avenir, les espaces publics pourraient rester au niveau communal, ce qui pose des problèmes de segmentation, d'inégalité, on l'a vu, mais qui représente l'avantage d'être au plus proche de l'expertise territoriale, locale, des agents de ces communes qui connaissent bien les enjeux techniques, patrimoniaux, les usages des espaces publics dont ils ont la charge. Donc c'est à la fois des avantages et des inconvénients. À mon avis, ce n'est pas un scénario improbable, hein, puisque en fait, il est possible que les établissements publics territoriaux ne prennent pas en charge la compétence espace public à l'avenir. Ils ne sont pas obligés de le faire, c'est une volonté politique. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait rester au niveau communal dans beaucoup d'espaces du Grand Paris. Une politique unifiée à l'échelle du Grand Paris, qui pose, à mon avis, la question de la diversité des espaces publics. Est-ce qu'elle pourrait être prise en compte, toute cette variété d'espaces publics? Ça aurait le mérite d'unifier l'image par la forme des espaces publics de cette métropole. Mais à mon avis, ça pose la question de la prise en compte de cette diversité des contextes, des usages et des formes. Ça pose aussi la question des expertises locales et de l'articulation du local avec le métropolitain. Puis surtout, ça supposerait une réorganisation très lourde, très complexe, qui prendrait beaucoup de temps. En tout cas, moi, il ne me semble pas que ce soit un scénario très réaliste, et ça ne semble pas du tout se profiler, en tout cas, actuellement. Et d'autant plus que ça poserait la question de la place de Paris dans cette organisation. C'est-à-dire que faire un espace public qui serait commun dans ses formes à tout ce Grand Paris, ça voudrait peut-être dire sortir du modèle haussmannien aussi. Et puis ça pose le problème des autres échelons, notamment du département. Un troisième échelon unifié, ça pourrait être un compromis, celui des établissements publics territoriaux. Là, on s'appuierait plutôt sur une volonté politique, locale. Ce serait peut-être un bon compromis entre l'expertise locale et des enjeux d'unification et de plus grande cohérence en dehors des communes. En fait, est-ce que le scénario du Grand Paris comme acteur principal, un petit peu sur le modèle de Lyon, est possible? Il ne me semble pas dans le cas, au regard des enjeux dont je viens de vous parler. Un autre scénario d'avenir, ce serait celui qui s'articulerait à un principe de subsidiarité, donc une répartition de la compétence espace public entre différents échelons. C'est un modèle, moi, que j'ai rencontré à Berlin pendant ma thèse, qu'on retrouve aussi à Bruxelles, donc on retrouve dans des pays marqués par le fédéralisme. Donc on a d'un côté les espaces publics d'intérêt métropolitain et une vision stratégique qui sont définis à l'échelle du plus grand périmètre, donc ici serait Grand Paris, et les autres espaces publics qui seraient du ressort d'échelons inférieurs, donc des espaces publics plus ordinaires qui pourraient être les communes et ou les établissements publics territoriaux. Ça aurait le mérite de la clarté et d'être au plus proche aussi des contextes différenciés d'espaces publics, tout en gardant l'idée de produire des espaces publics qui marquent l'identité métropolitaine, grands espaces publics. C'est le cas à Berlin, où tous les grands espaces publics du cœur de Berlin, notamment à Mitte, ont été réaménagés par le Land de Berlin. Berlin est une ville-État, donc un Land, en même temps qu'une municipalité. Donc, des espaces publics
emblématiques sous la responsabilité du Land, et puis des espaces publics plus locaux sous la responsabilité à Berlin des arrondissements, des Bezirke. Donc une répartition qui a l'air claire et bien fonctionner, qui a l'air de bien fonctionner, qui fait quelques exceptions, notamment dans les quartiers prioritaires, un peu sur le même modèle qu'en France, avec des partenariats qui associent le Land avec les Bezirke, voire le Bund, donc l'échelon fédéral. Donc pour certains espaces publics, ça a été beaucoup le cas pour les petits squares, les aires de jeu notamment. En même temps, ce modèle sur le papier qui a l'air très bien pose aussi des problèmes, et notamment parce que la plupart du temps, bien que les espaces soient réaménagés à grand renfort aussi de financement par le Land, ils sont gérés ensuite par les Bezirke qui, eux, ont très peu de moyens pour le faire. Donc moi, ce que j'ai rencontré pendant ma thèse, c'était ce problème récurrent de gestion d'espaces publics très prestigieux, avec du mobilier très coûteux, mais qui se dégradait vite et dont les Bezirke n'avaient pas toujours les moyens d'assurer l'entretien. Donc ça pose aussi des problèmes. Un dernier scénario, ce serait celui, normalement je devrais m'arrêter, donc je vais faire très vite là, en dehors du statu quo, qui serait celui de l'interterritorialité, vers lequel finalement je pencherais, et vers lequel, à mon avis, penche l'organisation actuelle, qui, dans un contexte mouvant, complexe, avec différents échelons, met en avant les partenariats, voire des chartes qui permettent de poser un certain nombre de grands principes, mais qui mettent en avant les échanges d'expériences sous la forme d'ateliers, de rencontres, de lieux de travail en commun. Et c'est le cas par exemple à Lille, j'ai trouvé que c'était un bon exemple. Lille Métropole n'a pas en charge tous les espaces publics, mais a été un peu le fer de lance de construction d'une charte dont elle espère que tous les acteurs à différents échelons, y compris le département, travaillent dans une même démarche. À mon avis, c'est un peu le scénario le plus réaliste. Et d'ailleurs, il conviendrait à la fois au statu quo et à la fois à d'autres cas de figure que j'ai évoqués auparavant. Et puis, il est déjà en cours, en fait. C'est ça le plus intéressant. Et ça, Pierre Mansat vous en dira peut-être un mot, mais il est en cours parce qu'en fait, il y a eu le lancement d'une réflexion collective sur certains types d'espaces publics, les places et des futures gares, les parvis des futures gares du Grand Paris Express, les boulevards aussi, les grands axes dont je parlais tout à l'heure. Donc, avec des animateurs qui peuvent être très différents, la Société du Grand Paris, la Pure, qui a étendu sa mission au-delà de Paris, et donc un travail en commun sous forme d'atelier qui peut donner lieu à un document qui peut servir d'aide, d'outil pour la mise en cohérence des interventions sur un certain nombre d'espaces publics à l'échelon métropolitain. Donc c'est un premier exemple d'interterritorialité à mon avis. Pour finir, juste en 2 mots, ce sur quoi je voulais finir, c'était que finalement, il y avait des grands enjeux qu'il fallait avoir en tête. Et ces grands enjeux, c'est eux qui doivent peut-être aussi marquer les choix qui peuvent être faits en termes sur l'organisation et la répartition des compétences. Un grand enjeu, c'est celui de la cohérence. Et je voulais rappeler qu'avec l'exemple de Lisbonne, la cohérence peut se faire et peut-être dans un cadre interterritorial sans s'inscrire dans une politique unitaire, ou en tout cas sans s'inscrire dans une répartition très simple à un seul échelon de compétences. Et Lisbonne est intéressante parce que justement il y a plein d'acteurs différents et qui produisent un espace public, à mon avis, largement cohérent en termes de forme. Le deuxième enjeu, c'est la diffusion des politiques favorables aux piétons et aux usages dans l'ensemble de l'espace qui nous concerne. Et ça reste un enjeu fondamental qui peut se faire dans des cadres de gouvernance très différenciés. Un autre enjeu, c'est celui de la production d'espaces publics hospitaliers, pour dire que voilà, la cohérence, elle est souvent mise au service de l'attractivité, de l'image, mais il ne faut pas oublier que les espaces publics doivent avant tout être accessibles à tous, hospitaliers. Et ce n'est pas toujours vers quoi on s'engage. Et puis le dernier enjeu, et ça c'est au regard de ce qui se passe dans d'autres grandes métropoles et auxquelles on doit veiller,
et c'est la privatisation des espaces publics. Dans un cadre contraint financièrement, certaines villes ont été amenées, notamment Berlin, à travailler et à faire financer certains aménagements par le privé. Et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut veiller, et c'est un des enjeux qu'il faut avoir en tête dans l'avenir pour la réflexion. Voilà. Peut-être que je ne vous dis pas ma conclusion, et vous pouvez la regarder pendant que Jean-Pierre Charbonneau s'installe. Et je suis désolé d'avoir un petit peu dépassé, et je lui passe la parole. Merci de m'avoir invité. Je sais que les circonstances ne sont pas extraordinaires, loin de là. En effet, Henri Chabert est récemment décédé. J'ai travaillé pendant 10 ans avec lui, alors qu'il était vice-président du Grand Lyon et adjoint à l'urbanisme de Lyon et chargé notamment des espaces publics. Alors je voudrais lui rendre un hommage ce soir, comme je l'ai déjà fait à quelques reprises, parce qu'il le mérite largement en tant qu'homme, et il le mérite largement en tant qu'élu, qui donne envie d'avoir des élus comme lui. Comme il en existe pas mal, malheureusement, ce n'est pas ceux-là qu'on voit toujours le plus. La décision de lancer une politique d'espace public à Lyon a été prise suite à un voyage que nous avons fait à Barcelone ensemble. Et Henri Chabert était passionné par ce qu'il voyait de vie dans l'espace urbain, ce qu'il voyait de l'animation dans les rues, de la qualité de la vie qui en était induite et de la qualité des ambiances. En fait, les enjeux à cette époque à Lyon, mais probablement ailleurs aussi, je parle de la fin des années 80, 89 exactement, parce qu'en fait j'ai connu Henri Chabert en 87, lui-même étant responsable élu pour le Grand Lyon du quartier des Minguettes, et moi étant chef de projet des Minguettes, lequel quartier des Minguettes était un des plus grands ensembles de France à cette époque. Et les enjeux à cette époque, en effet, n'étaient pas minces, alors que depuis 30 ans, la plupart des espaces publics étaient réalisés, concernaient les infrastructures et des approches fonctionnelles de l'espace urbain. Je ne vais pas parler dans le détail de la dimension sociale ou d'autres éléments ou du rapport à la concertation. Je vais plus parler de ce qui m'a frappé dans la commande qui a été passée, le sujet de l'identité métropolitaine. Et comme j'ai quelques doutes, du coup, je vais, comme Antoine d'ailleurs, je vais plus en parler sous l'angle de la manière dont on produit l'espace dans les endroits dans lesquels j'ai travaillé, plutôt que sur un point de vue théorique sur l'identité. Donc, les enjeux à l'époque, en effet, c'était autour de l'espace urbain, c'était comment on se gare, comment on circule. Quant aux bâtiments dans les grands ensembles, ils étaient comme des sucres sur une table. Ils étaient dans des espaces vides. La place des gens dans l'espace public était pour le moins absente, et les administrations elles-mêmes étaient organisées pour développer des approches fonctionnelles, en aucune manière pour intégrer les usages et les usagers. Donc ça, c'est un certain nombre des espaces qu'on a réalisés à Lyon. On en aura réalisé, je le dirai un peu plus loin, à peu près 300 en une dizaine d'années. J'insiste sur les chiffres parce que, en fait, une chose que je retrouve souvent dans les villes, c'est qu'on met l'énergie à un endroit, à 2 ou 3 endroits, et tout le reste, on le laisse continuer à évoluer selon une approche fonctionnelle. Et un des enjeux que je trouve, moi, important dans un territoire, c'est comment on s'attaque à la réalité du mode de production du territoire, là, dans tous les endroits, sur tous les sujets, comment on s'y attaque vraiment pour que chacun de ces éléments produise de la qualité. Donc la place des gens dans l'espace public était plutôt absente. Bon, ça c'est par exemple, j'ai pas été assez vite pour faire avancer les images, mais c'est un travail qu'on a fait sur les grands ensembles de l'agglomération lyonnaise.
Et lorsque je travaillais à Lyon, on intervenait sur 25 quartiers de l'agglomération lyonnaise. Vaux-en-Velin, La Duchère, les Minguettes, Rieux-la-Pape, etc. Donc une politique à grande échelle qui a été lancée avec Henri Chabert. Et donc les gens étaient vraiment très peu présents, on le voit, voilà, je parlais des sucres sur une table en bas à gauche, c'était à Mermoz, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, et avant c'était comme ça. C'est-à-dire que l'espace public, ça peut être rien, ou par les artifices qu'on peut avoir, comme l'utilisation de mobilier, l'utilisation du végétal, et d'autres éléments comme ça, on peut créer des lieux qui sont réceptacles de vie. De vie, on parcourt, comme Antoine l'a dit tout à l'heure, ce sont des parcours, ça peut être aussi une vie sociale qui s'installe, ce sont aussi des conflits qui s'installent, donc c'est un des éléments sur lesquels on doit intervenir, mais j'en parlerai pas ici, mais le conflit est un des éléments de la vie publique et de la vie dans les espaces publics. En fait, de tout ça, ça a été en effet une véritable révolution dont le résultat a conduit à aménager plus de 300 sites en 10 ans et qui a changé le rapport des Grands Lyonnais, des gens du Grand Lyon, avec leur ville et a fait de Lyon, pendant un certain temps, des sites européens à visiter lorsqu'on voulait engager une politique d'espace public, à l'image de Barcelone, mais venu après Barcelone. Mais un tel résultat n'est pas tombé du ciel, en fait. Et la seule volonté politique n'était pas suffisante. Et certaines des conditions pour une réussite de cette politique à la bonne échelle, comme je disais tout à l'heure, étaient de toucher tous les territoires et tous les sujets de l'urbain, y compris les transports. Une ligne de transport peut apporter un service en termes de déplacement, mais elle peut éloigner un quartier ou le couper en deux. Et si on n'a pas cette approche de l'urbanité, notamment des lignes de transport, mais d'autres choses aussi, eh bien, ces approches fonctionnelles peuvent être très négatives pour la qualité urbaine. Il s'agissait aussi de bousculer des pratiques bien ancrées, elles avaient 30 ans. Hein. L'organisation administrative était ainsi faite, et les pratiques professionnelles étaient organisées autour de ces approches fonctionnelles. Il fallait dépasser les chapelles aussi, c'est pas ce qui manque, et bon, certains, je vois pas mal de gens qui travaillent dans des villes, les chapelles, vous avez dû vous y confronter un certain nombre de fois. À ce stade, je voudrais évoquer deux parmi les instruments que nous avons dû mettre en place à Lyon pour mener cette politique d'espace public. Le premier, c'est une gouvernance spécifique, et le deuxième, c'est des compétences adaptées. Alors, une gouvernance. Il a fallu adapter la gouvernance, en effet, aux enjeux et aux objectifs nouveaux qui étaient d'apporter de la qualité urbaine partout. Ça n'était pas un objectif politique auparavant. Et l'espace public, en étant un des supports, c'est devenu un des objectifs centraux, mais aussi bien dans la ville-centre que dans les communes, dans les quartiers du centre comme dans les grands ensembles, sur l'ensemble de l'agglomération. Et il s'agit de faire que chaque projet conduit à la fois par les collectivités ou par leurs satellites, comme la Société des Transports, soit porteur d'urbanité et non produit dans une seule logique fonctionnelle. Pour ce faire, nous avons créé un comité de pilotage espace public. Je suis un peu technique, mais parce que je ne voulais pas parler de l'identité et dire qu'à Paris, sur la métropole parisienne, il y a une identité créée ex nihilo. Je me suis dit, mais comment on peut faire ? Du coup, j'ai voulu vous raconter comment, dans plusieurs villes, dont Lyon, nous avons fait concrètement. Donc, pour travailler à cette échelle et sur un aussi grand nombre de projets, en fait, on a créé un comité de pilotage espace public présidé par Henri Chabert et qui se réunissait tous les 15 jours. Parce que ça fait beaucoup de projets à suivre, en fait, hein, en présence des principaux élus et puis des maires des communes. Beaucoup de projets à suivre et beaucoup de contradictions et beaucoup de conflits. Parce qu'un espace public est un lieu de conflit et un tel veut ça, tel autre veut ça. Donc à un moment donné, le projet ne peut pas arbitrer
entre tous ces éléments-là et il faut un lieu d'arbitrage. Donc on avait créé ce comité de pilotage. Il prenait connaissance à la fois des programmes et puis des projets. Et il fallait en même temps préparer finement son déroulement, parce que vous, en 2 heures, quand vous arrivez à avoir 2 heures, plusieurs élus pendant 15 jours, n'y voyez pas une critique de ma part, parce qu'un élu n'est pas fait pour aller dans un comité de pilotage à plein temps. Donc quand vous ne l'avez que 2 heures pour tous les 15 jours, c'est très précieux, mais il faut l'organiser énormément à l'avance. Et donc ça, c'était mon rôle. Donc quelles sont les problématiques ? Est-ce que les projets sont bien avancés? Les illustrations sont-elles claires? Les arbitrages sont-ils aussi précis? Ceux qui sont à réaliser? Tout ça, c'est ce que je faisais, notamment. Et je m'appuyais pour ça sur un autre comité de pilotage qui était le groupe Ressources Espaces Publics. C'était un lieu technique devant lequel chaque porteur de projet et son maître d'œuvre devait venir pour discuter de ses propositions. Et il était, ce groupe ressources, je l'animais avec Jean-Louis Azéma, qui était alors directeur des espaces publics du Grand Lyon. Et la rigueur de cette organisation a été essentielle pour qu'un grand nombre d'opérations soient traitées avec soin, et tout ça à l'échelle du Grand Lyon. Le Grand Lyon, c'est 1 300 000 habitants. Ce n'est pas 6 millions d'habitants ou 7 millions. Donc déjà 1 300 000 habitants, ça demande des capacités de décision et des capacités d'ingénierie plutôt sophistiquées. Donc à l'échelle de 7 millions, le premier scénario, je ne le sens pas très bien. Donc il fallait en même temps, évidemment, avancer, piloter les opérations, les faire avancer, et puis porter attention aux usages locaux dans leur diversité. Je ne rentrerai pas non plus dans le détail, dans leurs contradictions aussi. L'exercice politique et technique auquel Henri Chabert et moi-même nous prêtions était de vérifier que le moins possible de projets échappent à ce mode de pilotage, à ce mode de gouvernance. Ce n'était pas une question d'affirmation d'un pouvoir, c'était pour répondre à cet objectif que chaque projet soit générateur d'urbanité et de qualité. Une gouvernance adaptée est nécessaire, certes, donc je viens de le dire, mais elle n'est pas suffisante. Et la pratique de la maîtrise d'ouvrage au Grand Lyon n'existait pas sur le domaine de l'espace public à cette époque. Or, un plombier a besoin de connaître la plomberie pour réparer une installation ou pour la monter. Et pour mener une politique, pour mener des projets d'espace public, il faut construire une compétence en maîtrise d'ouvrage, et puis une compétence en maîtrise d'œuvre. La compétence, c'est comment aller chercher les usages, comment réaliser des programmes, faire prendre des décisions, comment organiser la concertation, passer des commandes à des bureaux d'études, à des maîtres d'œuvre, à des concepteurs. Très vite, il a été décidé et appliqué que chaque site aurait une maîtrise d'ouvrage unique avec un chef de projet unique, ce qui était en soi une révolution qui paraît complètement peut-être banale pour vous, mais je peux vous dire que ça fait 20 ans, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc un chef de projet unique et un maître d'œuvre, un concepteur unique. Alors, ce qui est intéressant aussi par rapport aux chartes dont Antoine parlait tout à l'heure, moi je suis plutôt contre les chartes, mais je pourrais en rediscuter une autre fois, ou les cahiers des charges, on se retrouve avec des dossiers comme ça sur son bureau à suivre, et c'est pas ça qui fait forcément avancer un projet. Et j'ai appris d'Henri Chabert notamment qu'il fallait démarrer sur du concret, et donc au fond on a construit des compétences à Lyon à partir de projets concrets. Et Henri Chabert a dit en 89, je veux qu'à la fin de 89, il y ait 10 projets qui soient réalisés. Alors naturellement, au bout d'un an, on n'en avait pas 10 de réalisés, mais on en avait 24 qui étaient en cours. Et peu à peu, de cette façon, on en aura eu 150 en 5 ans. Donc qui ont concerné des parcs, des avenues, des nouveaux jardins, des places, des rues, etc., des lignes de tram, etc. Alors non, les lignes de tram sont venues après. Alors pour ça, il a fallu transformer le rôle de l'administration des collectivités. Il a fallu qu'elle s'adapte pour être en mesure de répondre à la nouvelle demande politique. Donc un service espace public a été mis en place. Je raconte ça par rapport toujours à cette idée
d'une approche métropolitaine de l'unité et de l'identité. Donc à Lyon, 1 300 000 habitants à l'époque, 55 communes. Donc un service espace public qui a pris un rôle, qui a construit peu à peu des compétences, qui a piloté les opérations les plus importantes. Et puis en même temps, on a créé un vocabulaire d'espace à partir d'un choix assez resserré de matériaux, et puis la constitution, la conception d'un mobilier urbain spécifique au Grand Lyon, ce qui nous a pris un moment. D'ailleurs, aujourd'hui, je dois dire que je ne le referai plus, parce qu'il y a maintenant du mobilier urbain de qualité dans les catalogues et chez les producteurs, les fabricants, ce qui n'était pas le cas à cette époque. Et donc, on a lancé, en effet, un vocabulaire du Grand Lyon. Concernant la maîtrise d'œuvre, il a fallu, là aussi, construire des capacités de conception qui n'existaient pas dans la collectivité. Donc, on est allé les chercher chez des paysagistes qui étaient, ça fait 20 ans, les seuls, à part la ville de Paris, à s'intéresser à l'espace public. Et donc, on a commencé avec des gens qui sont bien connus aujourd'hui, y compris Michel Corajou, mort, ça fait 2 ans aussi, qui nous a beaucoup aidé à Lyon. Et puis peu à peu, de cet appel à des gens extérieurs, nous avons construit une compétence locale et régionale en aidant des maîtres d'œuvre, des paysagistes, des architectes du Grand Lyon, peu à peu à avoir des commandes et à passer à aider à la transformation de leur territoire. Au bout de quelques années, une quarantaine de maîtres d'œuvre intervenaient sur le territoire, appuyés sur une véritable démarche de connaissance. On a fait une démarche de connaissance impossible aujourd'hui dans une collectivité, connaissance du milieu professionnel. J'écris des articles dans cette revue, là, et un article récent, je disais combien, à une époque, quand j'ai démarré, ça fait 20 ans, les choses étaient simples, si l'on peut dire, mais on savait, on pouvait s'accrocher au sens de ce qu'on faisait. Aujourd'hui, aujourd'hui, je ne serais plus en mesure d'avoir une connaissance du milieu professionnel vu la multiplicité des mesures administratives et réglementaires qu'il faut suivre. Alors, identité métropolitaine à Lyon. Alors, bien sûr, on a mis le même vocabulaire dans le centre et dans les grands ensembles. On a apporté le même soin, la même qualité partout dans l'agglomération. En parallèle, lors du défilé, vous voyez quelques éléments, un parc, les lignes de tram, la cité internationale, un quartier de grands ensembles. Et puis, en parallèle de cette sorte d'identité, lors du défilé de la Biennale de la danse, des écoles de danse mises en place dans les banlieues viennent donner un spectacle, un défilé sur le lieu central de la métropole, la rue de la République. Et pour moi, c'est aussi un élément d'une politique publique et de la cohérence d'une politique publique. Est-ce à dire que cela constitue une unité ? Certainement pas, et ce ne serait pas souhaitable. L'histoire sociale, politique, culturelle, urbaine de chaque commune est singulière, et leurs habitants respectifs y sont, la plupart du temps, très attachés. Une identité, peut-être dans le champ formel, car on retrouve une certaine écriture commune, peut-être aussi parce que l'approche soignée de l'espace et de ses usages a été plutôt générale, mais convenons que l'identité du Grand Lyon n'a pas attendu 1989 pour exister, et d'ailleurs qu'elle évolue depuis en continu, toujours. D'ailleurs, est-il si important qu'une identité métropolitaine soit affichée, et en tout cas, sur quel domaine ? Alors, l'espace public comme levier de développement urbain, assurément, parce qu'autant les centres que les quartiers ou les grands ensembles ont ainsi été améliorés, parce que les transports ont été un levier de qualification des espaces, parce que la vie urbaine s'en est trouvée plus agréable, que le paysage, le patrimoine ont été mis en valeur, qu'on a pu intégrer les nouveaux modes de vie, les nouvelles attentes. Donc pour toutes ces raisons, oui, l'espace, et puis bien d'autres aussi, l'espace public a été un des leviers du développement, ce qui était un des éléments de la question aujourd'hui. Alors, quelques exemples ailleurs, je vais aller rapidement. Alors, Copenhague,
Naturellement, ma vie professionnelle s'est poursuivie en France et à l'étranger, à Saint-Étienne, à Lille, dont on parlait tout à l'heure, à Copenhague, à Naples, et dans d'autres villes et agglomérations encore, et même quelques-unes en banlieue parisienne. Alors à Copenhague, j'ai travaillé de 2003 à 2008. La demande était de développer la qualité des espaces urbains pour les piétons, alors que jusqu'à présent, elle était plutôt tenue pour secondaire, l'approche des déplacements vélo étant particulièrement soignée, comme l'architecture d'ailleurs. Là encore, il s'est agi de développer des méthodes, donc les programmes, les commandes, le vocabulaire, la concertation, une organisation, donc on a mis en place ce qu'on a appelé le Project Forum, des compétences en maîtrise d'ouvrage, une organisation de la conception. Donc toujours intervenir sur le mode de production de l'espace urbain. Le résultat, évidemment, est non achevé, et c'est moins la création d'une identité que la mise en place d'une approche urbaine qui améliore la vie locale, et puis dans les quartiers comme Hamar ou Islandsbrügg, et sert le développement général en mettant en synergie, grâce à l'espace public, les activités, les déplacements, l'habitat, etc. En fait, un levier aussi pour connecter tel quartier avec tel autre, pour relier les deux rives du port, pour attirer des habitants à Rødstad, qui est un nouveau quartier, dynamiser le territoire en général. À Bordeaux, que je conseille depuis 2012, la demande est politique et que les projets d'espace public conduits par la métropole respectent mieux les qualités préexistantes, qu'ils répondent bien aux usages, dans leur diversité et leur modernité, on n'est pas au XIXe siècle, qu'ils soient plus économes aussi, on n'est pas dans les années 90. Nous l'avons traduite avec les divers services métropolitains en élaborant les nouvelles modalités d'aménagement des espaces publics, qui là encore sont une sacrée évolution dans leur pratique et qui sont maintenant appliquées depuis 4 ans. Donc ça a donné lieu à un petit document léger, surtout pas mais vous voyez quelques-uns des principes: intégrer la concertation dans le temps du projet, préserver la qualité d'ambiance, les paysages, etc. Aujourd'hui, 160 projets sont ainsi conduits de cette façon, et en appui, les responsables de projet sont accompagnés par une mission espace public dont je suis le conseil. Et donc, au fond, là, loin d'un gros pavé, on est plutôt parti sur l'accompagnement, sur un travail collectif avec l'administration et les élus, de manière à trouver l'organisation et les méthodes et les principes qui étaient en mesure d'appliquer ce que les élus attendaient. Et puis ensuite, on accompagne les 4 pôles territoriaux, puisqu'il y a 4 pôles territoriaux à Bordeaux, sur la mise en œuvre de ces nouvelles modalités, en s'attachant à répondre à chaque fois aux attentes locales issues des communes et en faisant évoluer aussi, y compris les études urbaines, qui aujourd'hui, qu'on simplifie au maximum, de manière à pouvoir commencer plus vite, à être plus économe, à utiliser moins d'espace, etc. Montpellier des métropoles, où je travaille depuis 2 ans, la demande du maire est, en parallèle de la construction de nouveaux quartiers, de réparer la ville et les quartiers. Pour ce faire, nous avons mis en place de véritables projets stratégiques, les plans d'action de quartier, c'est-à-dire, ils consistent à coordonner les actions publiques sur un territoire et de manière concertée avec les habitants, les acteurs locaux, et à concentrer les moyens sur ces territoires, sur ces lieux, dans des lieux reconnus comme stratégiques pour la vie du quartier. C'est une sortie d'école, c'est c'est la rue commerçante, c'est le lieu où on attend les transports. C'est au fond aller à la pêche de la manière dont vit un quartier et de manière discutée, concertée, apporter tout de suite une amélioration sur l'ensemble des quartiers en utilisant au mieux l'argent public de manière cohérente et concentrée. 3 plans d'action de quartier sont en cours actuellement et d'ici la fin du mandat, on en aura une dizaine de mises en œuvre, de réalisées, qui permettent d'ailleurs de resserrer les liens avec le public. Et voyez ici, on a la même approche sur le campus, puisqu'on a une dizaine d'opérations sur le campus, et où là, il s'agit, cet endroit qui est un espèce de plat de nouilles
où il y avait des voiries dans tous les sens, eh bien, on retravaille les projets, non pas en remettant tout à zéro, en enlevant l'enrobé ou le goudron, comme on dit, pour mettre du verre, et en enlevant le verre pour mettre du goudron, mais en partant de l'existence. Vous voyez que les deux voies qui sont au sud sont des voies assez importantes, dont on est en train qui existent. Eh bien, on est en train d'en transformer le statut pour que l'ensemble du site soit rénové, mais sans tout refaire. Et c'est une approche qui m'intéresse beaucoup. Alors, du coup, je vais en parler en deux mots. Saint-Denis, tout à l'heure Antoine en a parlé, j'ai été urbaniste du centre-ville. L'objectif des élus était de renforcer, redonner de la qualité à un centre-ville qui était pour le moins engorgé, pollué, difficile à vivre, et pour lequel le commerce était en difficulté. Et donc, d'un projet urbain, on est passé à 43 projets, portant sur tous les sujets de l'urbain. Ça a été la rénovation de la halle, ça a été la rénovation du marché, des rues, la réorganisation des transports, l'action culturelle. Tout ça a été coordonné par les services des collectivités, avec Luc Bouvet qui était directeur général de la ville. Et les services ont été impliqués à la fois pour conduire les projets, mais aussi pour assurer le contact avec les habitants. Et par exemple, à cette occasion, plus de 850 personnes ont eu un entretien personnalisé de manière à savoir quelles étaient leurs attentes et comment ils vivaient dans le centre de Saint-Denis. Parce que le centre d'une commune comme Saint-Denis, c'est plusieurs dizaines de milliers d'habitants. C'est des fonctions extraordinairement complexes, 20 000 habitants, 500 commerces, 156 entreprises, etc. Les handicapés, les salariés, le commerce, les livraisons. Donc c'est un endroit très complexe. Et avec ce travail piloté par Luc Bouvet, ça nous a permis d'affiner les projets et ça nous a permis de leur faire répondre à la réalité du fonctionnement d'un centre et de le faire évoluer en douceur pour améliorer son fonctionnement et ne pas le mettre en difficulté. Et il a fallu tout le poids des deux maires successifs et présidents de l'agglo, Didier Paillard et Patrick Brauzek, pour à la fois donner les perspectives et puis faire les arbitrages quand il le fallait, et puis accompagner et expliquer ce qui a été pendant plusieurs années le projet en fait de la ville. À Montreuil, les petits espaces publics autrement, un autre contexte, une autre demande qui était d'améliorer rapidement et avec des budgets faibles la qualité des espaces qui étaient très maltraités dans les quartiers de la ville. Alors, ainsi sont nés à la volonté de la mairie les PEPA, les petits espaces publics autrement, dont j'ai eu la charge de l'aide à l'organisation pendant 2 ans. Et le but était de réaliser une vingtaine de projets en 1 an. Alors toujours, ça c'est une leçon d'Henri Chabert encore, c'est pas de dire bon on va faire ça puis on verra, c'est de dire voilà on se donne des objectifs, on essaie de les atteindre. Et on est parti sur une vingtaine de sites, on en a réalisé 13 en 1 an, et en s'appuyant sur les directions de quartier pour affiner la manière dont ce que attendaient les gens, pour affiner les propositions et pour les renégocier, les enrichir du rapport avec les habitants. 13 ont été réalisés en 1 an, mais il y en a bien plus qui se sont faits depuis. Tout ça s'est organisé à partir d'une gouvernance avec des services qui se sont mis à faire de la maîtrise d'ouvrage, des maîtres d'œuvre extérieurs, un comité de pilotage avec des élus, et le tout avec des... Alors vous voyez, on a mis en place des méthodes de projet très légères. Donc vous voyez en bas, ici par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, ouais. Ici, cette rue était passante avant, et là, elle a été fermée à la circulation. En haut, c'était un grand espace, un grand carrefour de circulation. Eh bien, on a fait des petites placettes. Vous voyez quelques exemples ici. Et puis, du coup, ça a permis à la ville de se construire des compétences à partir desquelles elle continue aujourd'hui à piloter d'autres projets. Ça, c'est les plannings des 20 opérations.
En conclusion, il ne s'agit pas tant pour moi de la recherche d'une identité construite ex nihilo que de la réponse à un contexte urbain, culturel, politique et institutionnel à un moment donné. Chaque fois, il y a projet, il y a une stratégie, en ce sens qu'au regard de la situation, au regard des attentes, des valeurs, des enjeux, des moyens à disposition, on organise d'une certaine façon le mode de production des espaces publics. Bien entendu, il ne s'agit pas là d'une opération unique. Je parle d'une politique à l'échelle d'une ville ou d'une agglo, mais on parle de la métropole du Grand Paris, donc on ne parle pas de l'aménagement de la place de la République à Paris, ni de la place de la rue Intel à Montreuil. On parle bien d'une échelle d'agglomération. Chercher l'unité ou construire, à mon avis, je suis là pour donner mon avis, à mon avis, aller chercher l'unité ou construire une identité à l'échelle de l'agglomération parisienne est certainement illusoire, vain et probablement contre-productif. Illusoire car ça nécessiterait une organisation de la production des espaces très centralisée, ce qui ne se fait pas comme ça, et puissante, mobilisant des moyens humains et financiers pour cela. C'est-à-dire que ça demande une construction institutionnelle et politique considérable. Une super administration gérant tout peut s'occuper peut-être des lieux de dimension métropolitaine. Est-elle en mesure de répondre au local, aux attentes, aux enjeux? Je suis très perplexe. Alors, chercher cette unité est vain pour moi, car il n'est pas dit qu'au regard de la complexité de la métropole, des institutions et des territoires qui la constituent, un résultat significatif serait obtenu compte tenu des changements notamment politiques et techniques que cela supposerait. Trouver la bonne échelle à laquelle appliquer une certaine centralisation est peut-être une piste, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure. Alors, contre-productif, oui, car la richesse même de ces territoires est dans leur diversité et dans leur multiplicité. Perdre la capacité à être à l'écoute des lieux, de leur diversité, serait une vraie perte. Vouloir d'une manière ou d'une autre les unifier n'a pas grand sens, alors que lutter contre les déséquilibres en a, et c'est une des pistes probablement d'un rôle métropolitain. Du coup, plutôt que de parler d'identité ou d'homogénéité, il me semble autrement plus intéressant d'évoquer le souci de la qualité partout, la volonté commune d'avancer sur le sujet de l'espace public, comme moteur d'une qualité métropolitaine et locale. Et du coup, les scénarios pour l'avenir, dont certains ont été évoqués là, doivent en particulier préciser les objectifs attendus et peut-être promouvoir une approche différente selon les sujets et les territoires et s'adapter à eux. Merci. Et toujours tous urbains, j'ai là des petits papiers, si ça vous intéresse de vous abonner. Bien, bonsoir. Moi, je n'ai pas de présentation, je n'ai pas d'image. Je serai plus sur le mode un peu de l'interrogation et de la discussion, peut-être un petit peu au regard des deux présentations très précises, très fouillées, qui viennent nous être présentées. Alors, peut-être d'abord quelques remarques préalables, pas pour esquiver la question, mais d'abord la question métropolitaine est une question politique un peu nouvelle, c'est-à-dire jusqu'aux années 2007-2008, le terme même métropole n'est pas utilisé pour qualifier la réalité de l'agglomération, de cet ensemble un peu indéfini qui constitue justement la métropole. Et une des premières remarques, c'est que la métropole institutionnelle... Non, première remarque, d'abord, c'est que la métropole existe indépendamment de notre volonté. Le fait métropolitain est à l'œuvre depuis de nombreuses années. Il n'était pas identifié, n'était pas compris comme tel. On utilisait des catégories
obsolète, Paris et sa banlieue, le centre et la périphérie, alors que c'est bien autre chose qui se jouait depuis très longtemps. La deuxième remarque, c'est que la métropole institutionnelle, que nous a montré Antoine Fleury tout à l'heure, ne recouvre pas la métropole fonctionnelle, loin de là. Un seul exemple, deux exemples. Roissy n'est pas dans le territoire aéroportuaire de Roissy n'est pas dans la métropole, ce qui est une curiosité, ou comme Saclay, où même les villes nouvelles ne sont pas dans la métropole. Donc il y a une interrogation sur cette métropole qui est en devenir. Je pense qu'on commence quelque chose, et ça serait ma troisième remarque, je vais me perdre dans la numérotation, et je pense qu'il faut du temps. L'exemple de Lyon, c'est un exemple qui a 50 ans de construction de l'agglomération et du Grand Lyon. Donc il faut donner le temps des collectivités, est un temps long. Il faut donner un peu de temps à cette métropole pour s'installer, pour se connaître. Il y avait 49 communes, dont Paris, qui étaient des communes isolées d'un point de vue politique, avant la création de la métropole du Grand Paris, le 1er janvier 2016. Donc la nécessité du temps long. Autre remarque, j'ai perdu la numérotation, la cinquième peut-être. Antoine Fleury a beaucoup insisté sur l'extrême diversité de cette métropole. Entre Mandres-les-Roses ou Coubron et la porte de Montreuil ou la porte Montmartre, Rueil-Malmaison et la Courneuve, on a là une diversité incroyable de situations urbaines qui en plus s'appuie sur une construction des identités locales extrêmement fortes depuis particulièrement les lois de décentralisation. Depuis les années 80, se sont constituées des identités communales très puissantes. Les maires ont assis leur mandat, je dirais, un petit peu sur la construction d'une histoire locale extrêmement puissante, enracinée dans une histoire parfois elle aussi très puissante. Je pense à l'histoire industrielle de la Seine-Saint-Denis, par exemple, et la place de la classe ouvrière dans ces villes. Donc une identité très forte et qui s'est constituée de façon politique un peu en opposition à ce qui représentait le pouvoir central, c'est-à-dire la ville-centre, Paris. Paris qui avait elle-même une politique assez hégémonique, ou en tout cas pour le moins d'une certaine indifférence, si elle avait évolué dans la période plus récente, était faite d'une certaine indifférence à l'égard de ce qui se passait chez ses voisins. Et donc cette histoire de l'opposition politique continue à être très puissante, très forte, caractérise même, je dirais, parfois beaucoup des politiques locales, d'attitude des classes politiques locales à l'égard de Paris. On en a un petit exemple à travers ce qui se passe autour des berges de Seine, où en fait Paris n'a fait que mettre en œuvre dans son centre des politiques qui sont à l'œuvre dans beaucoup de centres des communes, reconquête de l'espace sur la voiture, piétonisation, etc. Donc on voit là la prégnance quand même de ce rapport politique compliqué entre Paris et l'ensemble des collectivités voisines, même si elles sont du même bord politique. C'est pas le critère numéro un qui permet de... Donc je voulais... Ces petites remarques, et une autre remarque aussi, mais je crois que les deux présentations l'ont bien montré, ce qui est assez exceptionnel, c'est le foisonnement d'initiatives. Partout, je dirais, quel que soit dans les difficultés qu'a souligné Antoine Fleury, les difficultés de ressources, les inégalités de ressources, partout se cherche une nouvelle conception de l'espace public, plus apaisée, plus respectueux des habitants, des piétons, des usages, et beaucoup moins brutal. Et ça, c'est un mouvement qui est quasi général. Et donc, c'est très important de prendre en compte avec la dimension caractéristique de la société française, c'est-à-dire que la volonté des citoyens, pas seulement des habitants d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai débat entre usagers, habitants. Il y a beaucoup de communes aujourd'hui où il y a plus de
de personnes présentes dans la journée qu'il n'y a d'habitants. C'est vrai à Paris, mais c'est vrai dans d'autres communes de l'agglomération, de la métropole. Donc, volonté de participation, notamment autour de la question de l'espace public, extrêmement puissante. Alors, pour répondre à l'interpellation, je serais un petit peu aussi de même avis que les deux précédents intervenants, c'est-à-dire que je ne crois pas beaucoup à la question de l'identité, ou même, c'est pas beaucoup, je ne crois pas à l'idée de l'identité métropolitaine. Je pense que, surtout dans cette métropole monde, les identités sont d'une diversité extrême, les identités de provenance, de culture, de pratique, on peut les multiplier. Donc la question de l'identité métropolitaine ne me paraît pas être très opératoire. Par contre, je défendrai autre chose que j'appelle le récit métropolitain. C'est-à-dire que la vie des gens, faut prendre avec prudence, mais s'inscrit dans des dimensions qui vont bien au-delà de leur espace communal ou de leur espace de résidence. Il y a 800 000 franciliens qui viennent travailler tous les jours à Paris. Il y a maintenant 340 000, 350 000 Parisiens qui travaillent en dehors de Paris, ce qui est un phénomène très nouveau par rapport aux années 70 ou 80. C'est le tiers des actifs parisiens qui travaillent en dehors de Paris. Les pratiques commerciales, les pratiques de loisirs, les pratiques sont inscrites aujourd'hui à des échelles qui vont bien au-delà des échelles communales. Même s'il y a une partie de la population qui ne vit pas la métropole dans sa totalité, bien évidemment, mais qui pour une part importante, vit la métropole dans des espaces beaucoup plus larges que ceux auxquels on voulait les réduire. Avec cette difficulté qui est posée à la participation populaire ou à la concertation populaire, c'est que bien souvent, la participation citoyenne ou la consultation est inscrite dans des conceptions extrêmement localistes, localisées. On parle de sa rue, on parle de son quartier, éventuellement de sa ville, on tient les assises de la ville. C'est très difficile de déborder ce cadre-là et de poser des questions qui concernent la vie des gens, pourtant, aux échelles qui sont celles où les décisions se prennent, où les enjeux sont posés, notamment l'échelle métropolitaine. Donc, peut-être pas de recherche d'une identité métropolitaine, certainement pas même, mais élaboration de ce que j'appelle un récit polyphonique métropolitain dans lequel les citoyens puissent se reconnaître, adhérer, participer à quelque chose qui leur est commun, c'est-à-dire un avenir qui leur est commun, une destinée qui leur est commune, puisque dans la caractéristique d'une métropole, c'est l'imbrication extrême les flux, les échanges, l'imbrication, l'intrication, et que les décisions ne sont pas limitées à la limite communale ou voire même intercommunale, et que c'est à bien d'autres échelles que se posent les enjeux. Donc, constitution d'un récit métropolitain qui soit un récit complètement polyphonique, fait d'apports de toute nature, dans lequel la question des espaces publics pourrait jouer un rôle considérable. Avec, Antoine Fleury aussi a dit que j'en parlerai, avec sans doute, à mon avis, ce qui n'est pas assez vu dans sa dimension, j'allais dire révolutionnaire, peut-être pas exagéré, mais sa dimension de transformation profonde, ça va être la réalisation du Grand Paris Express, qui va bouleverser les représentations, d'abord, puisqu'on va passer avec un réseau de 200 km de métro, 72 gares, on passe à un système qui était complètement organisé, centralisé sur Paris, un système en radial. On va passer à un système en rocade qui va renvoyer
une image, une représentation très différente de ce qu'est la métropole et va mettre en évidence la polycentralité extrême de cette métropole, même si Paris continue à avoir un rôle exceptionnel dans cette polycentralité, de par son histoire, de par son patrimoine, de par sa force économique qui est puissante. Il y a 1 500 000 emplois à Paris et les études, je pense, les études de Laurent Davzy, par exemple, montrent que les emplois dits métropolitains ont tendance à se recentrer dans Paris et dans la première couronne. Donc, récit métropolitain dans lequel l'espace public trouve toute sa part, avec cet événement que va constituer la réalisation du Grand Paris Express, où là, non seulement se pose la question de l'espace public dans les gares et autour des gares, mais ça se pose la question de l'espace public à travers ce réseau exceptionnel qui sera emprunté par 2,5 millions ou 3 millions de voyageurs quotidiennement, et qui va mettre des lieux en rapport les uns avec les autres de façon, complètement renouvelée. Je citerai par exemple une étude de l'APUR qui montre une étude de l'APUR sur les lieux de diffusion culturelle ou les lieux culturels dans la métropole, qui montre que le Grand Paris Express peut bouleverser les rapports de ces lieux culturels avec les publics, puisque ce qui était séparé par une demi-heure de voiture, par exemple, aujourd'hui va être à quelques minutes par le métro, le Grand Paris Express. Donc je pense que c'est une question qui est essentielle et qui n'est pas assez perçue. C'est quand même le concours d'architecture le plus puissant depuis des dizaines de gares, pas des stations, mais des gares, ont fait l'objet de concours d'architectes dans les mois qui viennent de s'écouler. Et donc, on aura là quelque chose qui doit être... j'ai pas de solution, bien évidemment, mais qui pose une question, et une question à tout le monde. C'est-à-dire que ça ne peut pas être que l'addition de gares, c'est bien un espace public en réseau d'une force exceptionnelle. La deuxième interrogation que j'ai, c'est l'impact des Jeux Olympiques, la candidature ou non des Jeux Olympiques dans l'espace public, notamment sur les grandes infrastructures. Si jamais Paris gagne les Jeux Olympiques, c'est un levier exceptionnel qui va permettre de requalifier, parce que c'est comme ça, parce que le succès de la candidature appelle des moyens exceptionnels, va permettre de requalifier des espaces qui sont aujourd'hui des espaces publics qui sont dans un état très problématique. Je pense à la porte de la Chapelle, la Nationale 2, la porte de la Villette, ce genre de lieux. Donc les Jeux Olympiques peuvent être ces deux événements qui viennent devant nous, le Grand Paris Express dont les travaux ont commencé, les Jeux Olympiques où nous serons le 13 septembre si la situation est favorable à Paris, peuvent être des moments particulièrement favorables au renouvellement des grandes infrastructures. Les questions sont posées à des échelles tout aussi puissantes. Je pense notamment à ce que Paris va proposer dans les mois qui viennent, c'est-à-dire un concours international sur le boulevard périphérique, c'est-à-dire pas seulement l'idée de l'aménagement des abords du boulevard périphérique, mais bien d'une pensée à 25 ans de l'avenir radicalement différent de ce boulevard périphérique, qui implique obligatoirement de se poser la question des grandes infrastructures autoroutières qui saignent la métropole, qui fragmentent la métropole de façon considérable. Et je pense à un élu comme Daniel Guiraud, qui est maire des Lilas, au vice-président de la métropole, qui vient de publier une tribune en disant
il faut transformer 200 km d'autoroute à l'échelle de la métropole. Donc, des sujets, ces 3 sujets que j'ai pris en exemple, sont des sujets qui appellent une volonté politique extrêmement forte, puissante, et qui ne peut pas être que l'addition des volontés communales, qui doit être l'expression d'une volonté partagée à l'échelle de la métropole. Je pense que c'est très important. Et pour terminer, peut-être que je serais assez tenté par le scénario de la contractualisation, je ne sais pas, c'était peut-être pas l'interterritorialité, où je crois qu'à la fois la puissance des événements que j'ai décrits se mêlant à cette recherche qui se fait partout au moindre coût, pour des raisons aussi qui tiennent à la réalité des finances des collectivités locales, mais la recherche du détail, la recherche de ce qui est possible de faire à de façon rapide, je pense qu'il y a là des pistes qui peuvent être tracées. Je crois qu'il faut... j'oubliais dans mes grands exemples la question du Vélib métropolitain, puisqu'on va passer, l'appel d'offres va être attribué très bientôt. On va passer très vraisemblablement d'un système qui était parisien et qui concernait 30 communes limitrophes de Paris, mais dans des contraintes très fortes, à un système métropolitain qui va concerner peut-être d'un coup 50 communes, où là on a à la fois dans l'espace public et dans l'usage de l'espace public, on a quelque chose qui pousse très fort, qui est la place du vélo dans la ville, et qui va prendre dans les années qui viennent une dimension sans doute beaucoup plus importante que l'évolution qu'on a connue ces 10 dernières années. Voilà, je vous remercie.